Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Caroline Fauché-Winter qui a 20 ans d'expérience en relations presse et relations publiques auprès des startups. Donc, je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça va vous concerner et on va traiter aujourd'hui d'un sujet. Comment gérer ces relations presse quand on est une startup? Qu'est-ce qui vous encombre potentiellement? Qu'est-ce qui est rudimentairement très efficace? Merci Caroline d'être avec nous aujourd'hui. Mais merci à toi, Caroline. Ça fait beaucoup de Caroline. J'ai dit dans l'épisode précédent avec Caroline Jurado que je n'invitais plus que des Carolines. C'est le mot d'ordre de cette nouvelle année. Voilà, donc on va rapidement tourner en rond. Mais je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Toi, tu es habitué aux start-upers. Est-ce qu'il y a un bon moment pour lancer ces RP? Est-ce qu'il faut le faire dès le lancement? Comment est-ce que ça s'organise? Quand est-ce que ça intervient, les relations publiques, relations presse? Alors, j'encourage vivement tous les entrepreneurs qui démarrent leur aventure entrepreneuriale de commencer à réfléchir, à intégrer les relations presse et les relations publiques dès le départ, en fait. Ça ne veut pas nécessairement dire être tout de suite proactif et essayer de contacter des journalistes à tout prix. En revanche, ça veut dire de commencer à intégrer dans sa réflexion des éléments pour, à un moment donné, permettre d'actionner un certain nombre d'outils pour simplement transmettre un certain nombre d'informations à différentes cibles. Donc, ça veut dire de commencer au message, à son positionnement, d'identifier des cibles et de s'en rapprocher. Et tout ça prend du temps. Il y a absolument une composante très essentielle dans les relations publiques qui inclut les relations presse. C'est la dimension temps. Ce sont des relations, comme son nom l'indique, et les relations, ça se construit. Ça se construit dans le temps et on n'arrive pas comme ça tout d'un coup à taper à la porte d'une publication en disant « Hello, j'ai quelque chose à vous raconter ». C'est quand même une relation de confiance à un moment donné. Donc voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dès le départ et construire son réseau pour le moment venu avoir tout ce qu'il faut, tout en place pour pouvoir avoir un retour efficace sur ces actions-là. Hyper clair sur la partie réseau, nourrir le lien, se laisser le temps pour justement pas avoir l'approche frontale qui hérisse le poil des journalistes et arriver comme un chien dans un jeu de quilles, comme on dit. Mais alors après, tu nous dis les éléments du coup à mettre en place en amont. C'est peut-être un peu nébuleux pour ceux qui nous écoutent. De quoi on parle concrètement dans les éléments à mettre en place en amont pour avoir un début de matière si un journaliste veut venir s'intéresser à nous? Écoute, d'abord, et ça vaut de toute façon dans la vie d'une start-up. Chaque entrepreneur va devoir évidemment exposer auprès des investisseurs, de ses partenaires, de ses futurs employés, un certain nombre de messages. Donc ça fait partie, ce qu'on appelle ça en anglais le mission statement, mais c'est de pouvoir clairement énoncer la mission de son entreprise et de pouvoir dire voilà, nous construisons tel produit dans le but d'avoir tous ces éléments-là bien en tête, que ce soit clair, que ce soit concis, pour que on puisse se présenter la mission de son entreprise. Donc ça, quelle que soit la cible, j'ai envie de dire, c'est valable. Et du coup, ça fait partie du premier step finalement, de la première étape pour aller à la rencontre de ses cibles. Alors les cibles, quand on parle de relations publiques et du coup de relations presse, elles sont diverses. On a évidemment en relations presse, on parle de journalistes et de médias, mais quand on parle de relations publiques, on parle d'influenceurs.
Donc, les journalistes en font partie, évidemment, mais on va parler aussi d'influenceurs. Ça va être peut-être des chercheurs, des personnes qui sont particulièrement pertinentes dans son secteur. Si on est extrêmement technique, on propose une solution extrêmement technique. Ça va être des personnes qui sont expertes dans un domaine. Et tout ça, ce sont des relations qu'il faut commencer à initier assez rapidement. Donc, on utilise le premier outil, et je pense que Caroline, tu es d'accord avec moi, le premier outil que nous, on utilise, c'est LinkedIn, évidemment, parce que ça permet effectivement d'identifier ces cibles-là, mais c'est son réseau aussi qu'on a construit depuis des années, que tout le monde a autour de soi, qui est le premier à contacter en disant, voilà, je me lance dans cette aventure, voilà de quoi sera faite de quoi est fait mon projet, et de commencer à se présenter. Voilà, c'est la première étape. Après, derrière ça, ça va être tout simplement, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est la règle de base d'avoir un site web. Donc, on a un site Internet. Alors, évidemment, vous allez y mettre beaucoup de choses au niveau de vos produits. Il va y avoir pas mal d'éléments comme ça. Mais on peut déjà commencer à se dire, ah, tiens, peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir envoyer des éléments qui sont peut-être un petit peu plus tournés vers la presse. Donc, du coup, les journalistes, en général, ce qu'ils cherchent, et le but des relations presse, souvent, c'est de faciliter le travail des journalistes. Donc, au lieu de leur donner simplement une adresse de site web et qu'ils aillent farfouiller partout, qu'ils prennent des éléments qui ne soient pas forcément totalement pertinents par rapport au message que vous voulez délivrer, essayer de créer peut-être une newsroom. Et donc, une newsroom, c'est pas forcément très compliqué parce que ça peut être simplement d'y mettre le fameux mission statement about us à propos de la société, donc de résumer encore une fois quelle est la mission et quels sont les produits, quels sont les enjeux de cette start-up, mais aussi les différentes étapes de son développement. Donc là, souvent, ce que j'ai vu et ce qui est assez efficace, c'est une chronologie de la vie de cette start-up qui permet de comprendre à quel moment sont intervenues les levées de fonds, avec qui, avoir des chiffres évidemment, et puis de parler de l'équipe de fondateurs, mais pas uniquement, parce que parfois ça fait du sens de mettre en avant le CTO, par exemple, parce qu'on est dans le cadre d'une start-up qui est extrêmement technologique. On peut avoir évidemment tout un focus sur les avantages compétitifs. Il y a toute une liste comme ça qu'on peut monter qui permet simplement aux journalistes d'avoir tous les éléments factuels concernant son entreprise et du coup d'éviter qu'il regarde à droite à gauche et simplement de lui faciliter son travail. On peut y ajouter, si il y a du temps et des éléments évidemment, un ensemble de matériel pour la presse. Donc ça comporte le logo ou les différentes versions de son logo, de son entreprise, les portraits évidemment, parce que souvent quand il y a des interviews et des portraits, on demande à avoir une photo, donc autant en avoir une bonne qui soit déjà préparée. On a aussi des case studies, hein, donc les fameux retours d'expérience de certains de ses clients si on en a déjà. Ça dépend du stade de développement de la société. Évidemment, tous les communiqués de presse s'il y en a déjà eu, qui permettent d'avoir un historique des annonces qui ont pu être faites. On peut avoir évidemment des photos de produits, des vidéos de démo, de démonstration de ces solutions, parce que ça c'est aussi beaucoup demandé et c'est très apprécié et souvent, notamment en télé, ça permet justement d'avoir des éléments vidéo qui viennent illustrer le propos de la personne qui est interviewée. Des exemples d'articles déjà parus. Évidemment, on y met tous les éléments du type les liens vers les réseaux sociaux et un contact.
Ça, c'est très important. Je préconise d'avoir un contact, une adresse email qui soit différente de simplement info@ mais peut-être presse@, ce qui est quand même bien plus efficace et qui permet aussi pour vous de bien contrôler qui va vous demander certains éléments ou des interviews, pourquoi pas, etc., ou des participations à des dossiers spéciaux. C'est génial tout ce que tu viens de nous partager. Tu devrais vraiment faire des relations presse, hein. Non, mais merci Caroline. Alors du coup, ma contribution sera bien maigre parce que vraiment, t'as tout dit. Et d'ailleurs, j'ai appris plein de choses. Moi, je pensais que la page presse c'était mort, donc on va reboucler là-dessus. Après, j'ai des questions à te poser. Je rajoute des petites erreurs toutes bêtes qu'on fait quand on se lance. Typiquement, Caroline, vous parlez des images de produits. Alors, tous vos visuels en haute définition, s'il vous plaît, parce que sinon, c'est poubelle. Parce qu'en général, il faut que ça passe bien à la fois en print, à la fois en digital, sur grand écran, sur petit. Donc, tous vos visuels en HD, c'est obligatoire. Et puis également, si vous avez des maquettes produits, nommez les produits, parce que pour vous, c'est évident que telle chemise, c'est rêve de soie. Mais en tout cas, souvent, les journalistes se retrouvent avec des visuels et ne savent pas retrouver les produits derrière. Donc, facilitez-leur la vie au maximum. Ça, c'est aussi autre chose auquel on pense pas trop et qui change tout, qui change la donne. Pareil, le logo sur fond noir et sur fond blanc, parce que ça permet à la personne qui va travailler votre visuel d'avoir de la marge de manœuvre. Donc, ça simplifie la vie. Vous avez compris, c'est le nerf de la guerre, c'est juste de simplifier la vie du journaliste. Et du coup, Caroline, moi, je pensais que la page presse, c'était ringard. En fait, tu nous dis, c'est la base si vous voulez éviter qu'on se serve et que du coup, on prenne des infos de 2008 qui vous rendent pas forcément honneur. Est-ce que tout ça, tu le mets sur la page presse, les photos de l'équipe, tout ça? Alors, pas forcément. Il y a différentes options. Je pense que ça dépend En gros, c'est une décision un petit peu personnelle. Certaines startups souhaitent avoir le contrôle total de qui va accéder à ce genre de matériel. Donc, ce qui se fait, c'est que la page presse soit contingente à une demande spécifique avec voilà, je m'appelle, etc. Et je souhaiterais une demande simplement d'éléments presse. Donc ça peut se faire et du coup, ça permet de contrôler effectivement. D'un autre côté, le fait d'avoir une barrière à l'entrée fait que forcément ça facilite pas nécessairement surtout au début quand on n'est pas très connu, ça facilite pas nécessairement le travail du journaliste qui du coup doit écrire son email, doit attendre un retour, etc. Donc c'est pas toujours bien perçu, surtout au début. Je pense que on n'est pas obligé de tout livrer. Ça dépend encore une fois du focus de la startup. Si on est très dans le produit, je pense que ça n'est pas forcément inutile d'avoir ce genre d'éléments qui soient disponibles. Mais encore une fois, malgré tout, je ne vais pas quand même couper la branche sur laquelle je suis assise. Les conseils de pro sont quand même relativement pertinents quand même. C'est bien pour ça qu'on existe. Les relations presse, c'est quand même un métier qui demande de l'expérience. Donc, on peut initier les premiers contacts avec la presse, mais très rapidement, je pense que d'avoir une vraie stratégie, d'avoir des vrais plans d'action, je pense que ça fait appel quand même à des techniques et une expérience de professionnels. Il y a une règle qui est très importante et une erreur, moi, que j'ai vue surtout par des startups en fait, c'est souvent de vouloir se précipiter dans les relations presse. Ça y est, on a fait une levée de fonds. Ça y est, on a sorti un produit. Vite, il faut en informer les médias parce qu'effectivement, on a envie que le monde entier le sache. Bon, il faut pas confondre vitesse et précipitation, et je pense que tout ça doit être quand même préparé en amont. Aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, je constate que notamment dans le cadre des levées de fonds, beaucoup, alors même que ça a été signé, validé, etc., attendent le bon moment pour l'annoncer. Et parfois, ils attendent 6 mois. J'ai des exemples, évidemment, je ne peux pas les nommer. Des noms, on veut des noms.
Les Français veulent c'est savoir. compliqué. Non, je plaisante, bien sûr. Mais j'en ai vraiment, vraiment plein. Et sincèrement, il vaut mieux se poser un tout petit peu et attendre le bon moment. Et c'est là aussi où parfois, souvent les professionnels sont importants parce qu'ils savent justement, ils ont des insights de la part des médias parce qu'ils savent qu'il y a des grosses annonces qui vont, ou du secteur simplement, ils savent que des grosses annonces vont paraître dans la semaine et donc du coup il vaut mieux attendre un petit peu, qu'il y a des dossiers qui sont en préparation sur un secteur en particulier et que du coup c'est plus pertinent d'attendre à ce moment-là, ou tout simplement que tout n'est pas en place. Alors il n'y a pas besoin que ce soit nécessairement parfait, mais en tout cas d'avoir un certain nombre d'éléments en place pour que ce soit le plus efficace possible. Par exemple, une erreur aussi très commune, c'est que on ait un très joli site web, mais que tout ne soit pas nécessairement uniformisé sur les réseaux sociaux, que l'interne, les employés ne soient pas au courant ou en tout cas complètement on board sur les messages et ce qui va être annoncé, parce qu'on oublie quand même un petit peu que le métier d'un journaliste, c'est aussi de l'investigation. Il suffit que quelqu'un dise « Ah ben non, c'est pas du tout ce que j'ai entendu, ah ben non, c'est pas exactement ça ». Il faut essayer de cadrer quand même un maximum les choses pour être bien sûr que ces éléments-là seront partagés avec un maximum de personnes, notamment en interne, les investisseurs, le board, toutes ces personnes qui font partie de la vie de l'entreprise, pour que il y ait absolument aucune confusion possible dans les messages qui seront annoncés. Ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et ça prend un petit peu de temps quand même. Donc, d'avoir, voilà, que tous les logos soient uniformisés sur toutes les plateformes, que voilà, on fasse un peu le tri de ce qui a déjà été annoncé ou pas, qu'on puisse éventuellement faire le ménage sur ces réseaux. Voilà. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, ne pas se précipiter. Enfin, il y a une règle. Alors, c'est la règle un peu de base qu'on apprend quand on est à l'école de communication. C'est la règle des 3 M. C'est le bon message au bon moment via le bon média. Ça a l'air idiot, mais c'est vraiment c'est essentiel. Le bon message, voilà, on le travaille avant. Pourquoi on veut communiquer? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors là, c'est plutôt une règle qui s'applique, qui est en anglais, mais c'est les questions en W, where, what, when, where, etc., pour répondre, pour être sûr qu'on réponde à toutes ces questions pour que le journaliste et finalement, à travers ce communiqué de presse ou cet email ou cette communication, puisse avoir réponse à des questions basiques. Le bon moment, on en vient d'en parler. Le bon moment, c'est pas nécessairement tout de suite, donc il faut savoir temporiser un petit peu. Et via le bon média, alors là, on parle des cibles. Et ça, c'est vraiment le sujet le plus important aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude, je crois, qui est parue, c'est Cision qui l'a fait paraître. Donc Cision, qui est une grosse plateforme qui permet d'avoir accès à des listings presse. Donc c'est le leader mondial, je crois bien d'ailleurs dans ce domaine. Il y a 71% des journalistes qui pensent que les communiqués de presse ne sont pas pertinents. C'est quand même, alors que c'est leur quotidien et c'est leur source d'information principale, ils pensent que 71% de ce qui leur arrive n'est pas pertinent par rapport à ce que eux ils traitent au jour le jour. C'est quand même énorme. Donc ça veut dire que le travail sur la cible, surtout quand on n'a pas de personnes dédiées pour cela, est vraiment très important. Ça veut dire derrière ça qu'il vaut mieux s'adresser à peu de journalistes, mais qu'ils soient extrêmement ciblés, plutôt qu'à 350 personnes qui, en fin de compte, soit au mieux, j'ai envie de dire, ne le liront pas, voilà. Au pire, le liront et seront passablement excédés de voir que ça n'est pas pertinent par rapport à leur audience et que si par hasard un jour vous en avez besoin, ils liront peut-être pas une deuxième fois votre email. Et du coup, de se faire ce travail, de se dire quelles sont vraiment les personnes, les journalistes et les publications qui sont pertinentes par rapport à mon message et par rapport à l'activité de ma société, ce travail-là est vraiment très, très important. Et ça se fait comment? Ça se fait effectivement en essayant d'identifier ces journalistes. Alors,
les entrepreneurs lisent la presse qui les concerne tous les jours, et ben simplement repérer le nom des journalistes d'articles qui semblent être intéressants dans leur secteur, de les contacter simplement de manière très informelle, sans avoir nécessairement quelque chose à leur vendre, entre guillemets, tout de suite, mais simplement dire, voilà, juste que vous sachiez, je suis dans ce secteur-là, je serai amenée à un moment donné à vous transmettre des informations, je voulais simplement pouvoir échanger avec vous et savoir si c'était pertinent ou non. Ça se fait, souvent ils prennent le temps, il ne faut pas avoir peur, c'est tout à fait légitime de le faire, mais ça prend du temps, effectivement, donc il faut avoir un peu de temps à consacrer à ça. C'est génial ce que tu nous dis parce qu'effectivement, c'est du bon sens. C'est comme, tu sais, deviner les adresses email à partir d'un nom de domaine générique. En fait, personne ne pense à le faire. Mais oui, complètement. Regardez, en fait, les noms des journalistes sous les éditos et puis après, envoyer une petite connexion LinkedIn. Et comme d'habitude, on n'arrive pas avec les gros sabots. D'ailleurs, je viens de faire un épisode avec Cyrielle. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. Comment parler aux journalistes, où Cyrielle nous raconte qu'elle se reçoit des messages de bonjour, est-ce que je peux vous appeler? Bonjour, quand pourrait-on échanger? Merci de booker un créneau. Voilà, arriver avec politesse, comme quand on rencontre quelqu'un dans la rue, les réseaux sociaux imitent la vraie vie et vice-versa. Merci Caroline d'avoir donné ces conseils plein de bon sens et en même temps auxquels on pense pas tellement parce que tu l'as dit à un moment, tu as dit il faut pas avoir peur. Mais en fait, le monde des journalistes, il fait vraiment peur, il est assez intimidant. Il y a des codes, tu nous l'as rappelé, tu nous as dit les agences RP, c'est pas là pour faire du vent, c'est parce qu'en fait, au bout de 20 ans de métier, tu as un petit peu compris un peu les rouages du métier et comment gagner du temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Sur la partie traquer sa e-réputation, j'en profite pour dire, parce que Caroline nous a rappelé aussi tout à l'heure, en fait, il y a certains journalistes qui viennent, ça arrive. Alors, on est trop content quand ça nous arrive, mais il y a des journalistes qui vont même pas vous contacter et qui vont parler de vous. Ils ont pas le temps. Ils ont un sujet, un byline à placer. Et en fait, ils vont même pas vous tenir au courant. Et même moi, à ma petite échelle, ça m'est arrivé plein de fois qu'on reprenne des choses que j'avais dites pour tel ou tel article. Donc, en fait, n'hésitez pas. Allez sur Google Alert. .com et mettez votre nom, prénom. C'est un outil gratuit qui va vous permettre de monitorer ce qui sort de vous dans la presse et dans la e-presse, auprès des blogueurs, tout ça. Donc, je voulais rajouter ça parce que je pense c'est un outil sous-estimé qui fonctionne très bien et que vous allez avoir des belles surprises. On a le temps pour un dernier petit conseil. Okay. Oui. Un point très important, il y en a deux. Le premier, c'est de ne pas mentir. C'est une règle d'or qui est très importante. Alors oui, se mettre en avant, se présenter sous son meilleur jour, ça fait partie des règles du jeu et c'est normal et tout le monde le fait. En revanche, ne pas mentir, c'est la règle de base qui fait justement, donc encore une fois, on est dans une relation de confiance et elle vaut particulièrement pour les journalistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle moi je tiens énormément. Mentir, c'est vraiment pas la meilleure des choses à faire. Ça sert peut-être à très court terme, mais jamais sur le long terme. C'est un petit monde, hein, donc faut et faire c'est attention. Un petit monde. Alors surtout en France, où malgré tout, tout est quand même relativement centralisé encore. Donc du coup, oui, effectivement, c'est vraiment pas très payant sur le long terme. Il faudrait presque un autre podcast pour parler des différentes techniques qui existent en relation presse, mais je sais qu'on avait évoqué ce qu'on appelle en anglais le paid media, parce que les relations presse, c'est un ensemble d'outils. Donc les relations presse au sens communiqué de presse et aller essayer d'obtenir des interviews et des articles, ça s'appelle le earned media, c'est-à-dire que vous allez vous essayer d'obtenir un article, c'est celui qui est préféré évidemment par votre cible, parce que c'est forcément c'est le journaliste qui crédibilise votre discours. Il n'est pas rémunéré pour cela, vous ne le rémunérez pas pour cela. Mais le paid media, ça peut avoir aussi un intérêt. Mais c'est un mix de différentes choses. Et enfin, encore une fois, je ne cesserai jamais assez de le dire, mais essayez de préparer les choses un maximum en amont. Ne vous précipitez pas. J'ai tous les ans, mi-décembre, plein de demandes de startups qui me disent « Je vais au CES ». Est-ce que tu peux t'occuper de faire valoir ma société sur le CES? Non, en fait, c'est compliqué parce que oui, ça va vous coûter très, très, très cher parce que c'est au dernier moment.
et le retour sera relativement faible parce que ce sont des choses qui se préparent 6 mois, 5 mois, au minimum 4 mois à l'avance. Donc, il faut quand même être un tout petit peu, encore une fois, dans la dimension temps qui est vraiment très importante dans le domaine des relations presse et qui est antinomique d'une certaine manière parce qu'on se dit, oh là là, il faut de l'actu chaude, oui, il y a aussi cette composante-là, il faut être agile, réactif. Ça aussi, ça existe, mais malgré tout, essayer de contrôler un maximum les choses parce qu'une fois que le message est envoyé, contrairement aux paid media, justement, on ne contrôle plus ce message-là. Il appartient aux journalistes. Donc, voilà, si les choses ne sont pas le plus clairement établies en amont, on ne contrôle plus rien. En parlant des 3 types de médias, et j'avais une question qui revient souvent et qui est très peu documentée. Les start-upers souvent s'insurgent parce qu'ils sont de plus en plus contactés par des régies médias qui sont des journalistes et qui te font un peu espérer une parution. Et en fait, soit c'est un public communiqué, soit c'est tout simplement un passage, par exemple, dans BFM, mais payant, c'est-à-dire que c'est un format publicitarisé. Et toi, Caroline, qui baigne dans ce milieu-là, nous, on ne sait pas trop, alors on se donne des opinions à vue de nez. Est-ce que ça fonctionne ou pas, ce type de format? Est-ce que tu le conseilles? Ça fait partie de la stratégie RP. Donc, c'est pas une question de conseiller, c'est pas l'un versus l'autre. Je ne dirais pas faites du paid media only seulement parce que je pense que ça n'est pas nécessairement très crédible et c'est souvent très cher. Quand même. Donc, je suis pas bien sûre que je conseillerais à une start-up qui n'a pas nécessairement beaucoup de moyens, surtout au début, à dépenser dans ce genre d'activité, d'aller mettre 5, 6, 7 000 euros dans un passage payant sur Bismart ou Le Figaro ou je ne sais quoi. En revanche, peut-être un peu plus tard, d'avoir un mix de différentes actions au niveau RP, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que justement, quand on paye pour un publi-reportage ou d'avoir effectivement un passage sur BFM qui soit payé, finalement, aujourd'hui, c'est quand même bien mieux fait et mieux intégré dans l'éditorial de ces publications. Donc, on voit un petit peu moins la différence entre un reportage classique. Mais le gros avantage, c'est que justement, on contrôle le message. Et ça peut être assez intéressant quand on a un produit par exemple, à proposer ou qu'on veut vraiment être très clair sur le positionnement de sa société. Je pense que ça peut être intéressant. Mais ça dépend beaucoup du budget que l'on accorde aux activités de relations presse. Canon. Donc, en gros, on contrôle le message, mais on perd en preuve sociale. Et c'est le gros avantage du média. Pourquoi on le veut? C'est qu'en fait, quand on a l'attention des médias, on se dit qu'il y a un truc un peu sensationnel. Les médias font de la curation. Et en fait, malheureusement, sur ces formats payants, on se dit qu'on n'a pas le côté confiance puisque c'est mandaté. Mais comme tu nous le rappelles, il y a quand même des avantages et ça peut bien s'articuler dans un mix média puisque c'est quand même une forte audience. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été avec nous. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver, t'écrire, te remercier pour l'épisode ou découvrir ce que tu fais avec ton agence 16h? Eh bien, c'est 6 heures. 6 heures. 6 heures. 16 heures d'avion parce que moi, je prends les escales. 6 heures, c'est le décalage horaire entre Paris et New York. Moi, ça, je vis avec ça depuis 18 ans. Et alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. Je suis extrêmement active sur LinkedIn. Donc, du coup, n'hésitez pas à me contacter directement sur LinkedIn. En général, je suis assez prompte à répondre. Je suis board member à la French Tech à New York City et très impliquée depuis très longtemps, depuis le début d'ailleurs, dans ces activités-là. Donc, tout ce qui est communauté d'entrepreneurs français en Amérique me passionne. Voilà. Et c'est mon dada, comme on dit. Merci Caroline d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui avaient suivi l'épisode. N'hésitez pas à envoyer un petit message à connecter avec Caroline. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Au revoir! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème.
Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique? Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.